Allez, on plonge ensemble dans l'une des plus grandes aventures humaines, celle de la pensée. C'est ni plus ni moins que l'histoire de notre quête pour comprendre le monde qui nous entoure, pour essayer de percer ces mystères, une idée après l'autre. Un voyage vraiment fascinant au cœur de l'évolution de la connaissance. Tout, absolument tout, commence par une question. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une question radicale, qui a littéralement mis le feu aux poudres et déclenché toute l'histoire de la philosophie occidentale. Et si les événements du monde n'étaient pas juste le résultat du caprice des dieux, mais de causes qu'on pourrait comprendre, nous, avec notre intelligence? C'est le point de départ d'un face-à-face monumental entre le mythe et la raison. D'un côté, on avait un monde entièrement expliqué par des récits poétiques, magnifiques, où les dieux tiraient toutes les ficelles. Et de l'autre, un nouveau monde qui commençait à émerger, un monde qu'on voulait analyser avec un outil beaucoup plus précis, la raison humaine. C'est un changement de paradigme complet. On est passé, si on veut, de la lyre du poète, qui est là pour enchanter, au scalpel de la raison, qui lui va disséquer pour comprendre. Ce grand saut intellectuel, c'est notre toute première étape. C'est le moment clé où les tout premiers penseurs, qu'on appelle les présocratiques, ont commencé à chercher des explications naturelles aux phénomènes du monde, au lieu de juste se satisfaire des vieilles histoires surnaturelles. L'étincelle de la raison était allumée. Alors, on avance un peu et on arrive à la période classique grecque. Si les premiers penseurs ont allumé cette étincelle, ce sont bien Socrate, Platon et Aristote qui ont forgé les outils essentiels pour cette nouvelle quête. Ils ont, pour ainsi dire, créé une véritable boîte à outils intellectuelle pour l'esprit humain. Et leur méthode, elle reposait en gros sur 3 piliers. D'abord, la logique pour construire des raisonnements qui tiennent la route, qui soient solides. Ensuite, l'étude de la nature, qui n'est plus vue comme un mystère divin, mais plutôt comme un grand mécanisme qu'on peut déchiffrer. Et enfin, le logos, cette conviction incroyable que notre intelligence peut, par elle-même, atteindre des vérités universelles. Chacun de ces géants a apporté sa pierre à l'édifice. Socrate, lui, avec son art du questionnement, il a couché les esprits, il les forçait à penser par eux-mêmes. Platon, lui, nous a fait voyager vers un monde d'idées pures et parfaites. Et Aristote, il nous a ramenés sur Terre en nous apprenant à observer, à classifier, à organiser le monde concret qui nous entoure. 3 approches bien différentes, mais pour une seule et même mission, comprendre. Bon, une fois que les outils de la pensée sont en place, une nouvelle question bien plus personnelle commence à se poser. C'est bien beau de pouvoir penser par nous-mêmes, mais maintenant, comment est-ce qu'on doit vivre ? Et ça a donné naissance à de grandes écoles de pensée qui ne cherchaient plus seulement à expliquer l'univers, mais carrément à nous guider dans notre existence. Alors, le premier chemin possible, c'est celui du stoïcisme. Pour les stoïciens, c'est simple. Le monde extérieur, on ne le contrôle pas. Le seul domaine où on est vraiment maître, c'est notre esprit. Le bonheur, du coup, ça consiste à développer sa vertu et sa raison pour atteindre une paix intérieure qui soit à toute épreuve, peu importe ce qui se passe dehors. Le deuxième grand chemin, c'est celui de l'épicurisme. Ici, l'objectif porte un nom un peu barbare, l'ataraxie. En gros, c'est la tranquillité de l'âme. Et comment on l'atteint? Surtout pas en courant après des plaisirs excessifs, non, mais au contraire en se contentant de plaisirs tout simples, en cultivant l'amitié et surtout en se libérant des peurs inutiles comme la peur de la mort. Et enfin, le troisième chemin, celui du scepticisme. Les sceptiques, eux, partent d'un constat assez radical. L'être humain ne peut atteindre aucune vérité absolument certaine. Alors au lieu de s'angoisser à chercher quelque chose d'inaccessible, la solution la plus sage, c'est de suspendre son jugement. C'est dans cet abandon de la quête de savoir absolu qu'on peut enfin trouver la paix. Si on résume un peu ces 3 visions, on voit bien les différences. Pour les stoïciens, la clé c'est la vertu, par la raison. Pour les épicuriens, c'est la tranquillité par la modération. Et pour les sceptiques, c'est la paix en suspendant son jugement. 3 stratégies bien distinctes pour répondre à cette même question fondamentale, comment est-ce qu'on mène une vie bonne ? Mais ce qui est incroyable, c'est que ces idées si puissantes ne se sont pas du tout éteintes avec le monde antique. Au contraire, elles ont entamé un très long voyage, se sont transformées, ont influencé de nouvelles époques. Elles sont vraiment les fondations sur lesquelles une grande partie de notre monde moderne s'est construite. Leur parcours est juste fascinant. Ça part de l'Antiquité, ça voyage jusqu'au Moyen-Âge, où les grandes pensées monothéistes vont se les approprier, puis, hop, à la Renaissance, on les redécouvre, ce qui alimente tout l'humanisme, et enfin, à l'époque des Lumières, cette même raison grecque devient une arme pour défendre les droits humains et la liberté. L'héritage est tout simplement énorme. Et ce long voyage, il nous amène à la leçon peut-être la plus importante de toute l'histoire des idées. Pour vraiment comprendre une pensée, ça ne suffit pas de la connaître. Il faut comprendre le monde qu'il a vu naître. Autrement dit, le contexte, c'est la clé. Ça nous amène à une question centrale. Est-ce qu'une idée, par exemple la démocratie athénienne ou la vertu stoïcienne, peut être comprise exactement de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque? Ou est-ce qu'elle est à jamais indissociablement liée à son environnement historique? Eh bien, la réponse, c'est que les idées, elles n'existent pas dans le vide. Jamais.
Elles sont toujours le produit de leur contexte social, politique, culturel. Il y a cette tension qui est passionnante. D'un côté, on cherche des vérités universelles, éternelles, et de l'autre, on doit bien admettre que chaque vérité est d'abord formulée dans un lieu et à une époque bien précise. Et ça nous amène à la conclusion. Le point vraiment crucial, il est là. Une philosophie est toujours le produit de son temps. Le contexte, ce n'est pas juste un petit décor en arrière-plan. Ça fait partie intégrante de l'idée elle-même. Comprendre Platon, c'est comprendre la cité grecque. Comprendre les Lumières, c'est comprendre la montée de la bourgeoisie contre l'absolutisme. C'est indissociable. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée. Si chaque époque produit ses grandes idées, alors, quelles sont les nôtres ? Qu'est-ce que les historiens du futur retiendront de notre manière de penser aujourd'hui, de nos grands débats, de nos certitudes et de nos doutes ? C'est une question assez vertigineuse, non ?